Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette séance de conclusion de la journée. Je vous dis rapidement comment ça se passe. Nous aurons d'abord la charge, d'Anne Lafollet et moi, d'essayer de vous faire un compte-rendu de ce qui nous est revenu des comptes rendus des ateliers de cette journée, une vingtaine de minutes. Ensuite, nous passerons la parole à nos panélistes. Et dans l'ordre, Julien Calas, qui travaille au Fonds français pour l'environnement mondial, où il est en charge des questions de biodiversité, après avoir eu dans une vie antérieure des expériences assez variées dans les pays en développement sur des questions d'agronomie et d'économie du développement. Fanny Douvert travaille à l'UNESCO, elle est chargée du programme marin du patrimoine mondial, où elle agit avec détermination pour combler un relatif manque de sites désignés en mer, et où elle s'est attaquée à une montagne qui est comment bien gérer ces sites, et c'est certainement une tâche qui n'est pas près d'être finie. Alfredo Simão da Silva est directeur général de l'Institut de la biodiversité et des aires protégées de Guinée-Bissau. Il est aussi ancien président du réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Et enfin, Alistair Gamel est responsable du Global Ocean Legacy de Pew pour le Royaume-Uni et ses territoires d'outre-mer. Et j'ai noté dans sa biographie qu'il avait été auparavant directeur des affaires internationales à la Société royale de protection des oiseaux. Donc, voilà pour la présentation de nos panélistes. Et donc rapidement, Dan, si vous voulez bien, Dan va être le principal rapporteur de la journée parce qu'il parle mieux l'anglais que moi. Et je tâcherai de compléter avant de passer la parole à nos invités. Dan. Merci Olivier, bienvenue. J'espère que vous avez mis à profit cette journée. Le moment est donc venu de faire le bilan sur les outils de gestion. Ce matin, lors de la première plénière, je disais que la gestion était un élément critique du processus de création d'AMP. C'est une question de qualité et de quantité, comme vous avez sûrement pu l'entendre dans les ateliers. Ce que je vais faire, c'est faire un tour d'horizon de ces ateliers et faire une espèce de petite synthèse. Sur l'information fondamentale, la bonne nouvelle, c'est que la couverture des AMP est passée de 2,2 à 2,8%, avec la mise à jour de la base de données mondiale. Et puis la carte officielle des AMP a été lancée. Vous pouvez donc télécharger cette cartographie officielle en haute résolution avec toutes les statistiques officielles. Et puis c'est une carte interactive. Si vous pensez que certaines aires marines protégées n'ont pas encore été créées là où devraient l'être, vous avez la possibilité d'interagir dans quelque chose de très convivial. Du point de vue des acteurs, eh bien, il faut savoir que les jeunes professionnels se sont réunis aujourd'hui pour réseauter, pour exprimer leur voix, pour donner leur propre vue des choses. Et bien évidemment, plus tard cette semaine, ils interviendront également. Du point de vue des technologies, là encore, des développements surprenants de la technologie. KNC Views a annoncé son initiative, son projet, avec ce système sous-marin 360 degrés 3D, c'est un peu la base de la technologie de Street View, qui permet d'utiliser des logiciels de reconnaissance numérique, et ce qui durait 10 ans avant pour analyser des images prendra désormais 2 jours. Une véritable révolution numérique qui nous permet bien sûr d'automatiser, d'approfondir nos outils de monitoring et de surveillance. Et puis même chose au niveau de la normalisation, la standardisation. Encore là, nous progressons
dans l'esprit de la liste verte des bonnes nouvelles aussi quant à la façon, mais Olivier va nous en parler, quant à la façon dont nous abordons aujourd'hui les projets de création d'AMP. De quoi avez-vous débattu? Nous avons tout d'abord eu un débat très riche. Et bien sûr, les défis ont été présentés, mais aussi les futurs cours d'action ont été abordés. Ce matin, je vais vous parler de 3 thématiques. Revenons-y. Sur la gestion des AMP, eh bien, les débats de la journée ont bien fait comprendre à quel point le plan de gestion était essentiel. Et à partir du feedback que nous avons eu et des discussions dans les ateliers, nous savons que nous avons encore beaucoup à faire pour mobiliser davantage les acteurs. Et puis il y a ce changement de paradigme que nous avons besoin d'opérer. Les AMP ne sont pas simplement un avantage du point de vue de l'environnement, mais aussi un avantage, un bénéfice pour les gens, pour les communautés. Et puis la question a été posée de savoir comment on traduit les acquis, les enseignements scientifiques en outils. Il y a aussi d'autres défis quant à la diffusion des meilleures pratiques et à diffuser cela de façon standardisée, normalisée. Autre question, comment créer cette coopération durable avec les acteurs, les parties prenantes? Comment intégrer aussi les plus petits intervenants? Quand on parle des catégories d'acteurs, d'intervenants, eh bien, je prendrai l'exemple des pêcheurs qui demandent encore davantage de synergie. Et là, il y a une recommandation qui s'impose en quête de ces synergies. Il faut essayer d'approcher les choses de l'angle de la biodiversité, de l'angle des frayères, des stocks de réserves halieutiques. Donc du point de vue des acteurs, nous devons améliorer notre méthodologie pour mesurer les retombées, les impacts de nos aires marines protégées, les avantages pour eux. Notre message est clair. La façon dont nous planifions, dont nous mettons en place ces AMP, eh bien, ne laisse pas suffisamment de place au débat avec ces acteurs. Et les modèles que nous avons aujourd'hui ne conviennent visiblement pas toujours. Et puis, il y a des inquiétudes quant à la façon dont nous faisons avancer tous ces processus. Et c'est vrai qu'il est très facile d'utiliser des consultants pour développer un plan de gestion. C'est une arme à double tranchant, mais quand vous n'avez pas beaucoup de capacités, de moyens, de ressources, et moins de personnel, donc vous prenez des consultants. Et là-dessus, des inquiétudes ont été exprimées. Si vous amenez des consultants extérieurs, vous risquez toujours d'avoir des gens qui ne sont pas vraiment des experts, ni des gens qui ont la crédibilité et qui sont compris des acteurs, des intervenants. Et puis ce débat sur un plan de gestion à la fois complet et à la fois facile à comprendre. Parfois, le bien est l'ennemi du mal, nous le savons, mais le challenge, c'est qu'il faut qu'un plan dise tout à tout le monde. Et comment faire un plan de gestion d'une AMP qui soit le plus complet, le plus détaillé possible, sans pour autant être inabordable. Et là, il y a certains problèmes que nous n'avons pas encore résolus. Peut-être faut-il se diversifier dans notre mode de pensée. Ne pas penser en habitat sous-marin, mais penser en termes d'espèces migratoires, par exemple. Là encore, il y a un débat. Hier, ça a été dit, il ne s'agit pas seulement des zones protégées, il s'agit aussi de tout ce qui est autour. L'échelle est importante. Une AMP n'est pas isolée. Même chose dans le débat avec les pêcheurs. Quels sont les habitats, les endroits les plus importants pour les espèces mobiles ou qui migrent? Alors, comment avancer sur ces questions? Pour terminer sur la partie empirique des choses et conclure, je dirais qu'il faudra intégrer vraiment les AMP, la recherche et surtout intégrer la composante mobile. Ces espèces mobiles
ou migratoires sont souvent des espèces très charismatiques qu'il faut conserver. Et à travers ces espèces sur lesquelles on arrive à bien communiquer, on arrive à faire valoir l'importance des AMP. Le financement. Quand on observe les options de financement, la première chose qu'il faut faire, c'est réduire ou optimiser le portefeuille des coûts afférents à chaque aire marine protégée. Il y a des recommandations d'ailleurs pour l'avenir. Et le message est très clair. Nous avons besoin d'un panachage, d'un mix de différentes approches en termes de financement. L'atelier qui a parlé du habitat banking et qui a parlé des compensations au niveau national s'est intéressé à la question. Et une chose aussi, une chose sur laquelle il faut communiquer, c'est le financement durable. Nous disons toujours nous avons besoin de finances, mais nous ne faisons pas nécessairement suffisamment d'efforts là-dessus pour communiquer sur les codes de meilleures pratiques. Deuxième thématique, l'amélioration ou l'augmentation de l'efficacité des outils de gestion. Là-dessus, il y a eu également des débats très nourris. Comme je l'évoquais au début, question difficile. Comment faire avancer la certification? Comment obtenir des standards? Comment avoir un monitoring, un benchmarking de l'audit efficace? Sur la certification, les catégories de l'UICN, bien sûr, nous intéressent et leur application aux catégories marines. Et puis, bien sûr, la liste verte que j'évoquais également ce matin lors de la première plénière. Les catégories. Là-dessus, le message est clair. La base de données mondiale des zones protégées doit être, je dirais, la cheville ouvrière de ce travail. Mais nous devons la maintenir à jour, l'actualiser, veiller à sa précision. Donc, il nous faut aussi la transparence qui va de pair avec cela. Et là, le message a été clair aujourd'hui. Il faut que les AMP nourrissent la base de données mondiale beaucoup plus rapidement, qu'elles soient ces aires plus réactives. Parce que souvent, on attend très longtemps que certains pays alimentent en information. Et puis, les thématiques dont nous parlons depuis assez souvent en matière de classification des catégories. Nous disons que les catégories doivent se baser sur les objectifs et non pas sur le management, sur la gestion. Nous nous concentrons sur la définition. Et enfin, un appel pour avoir plus d'exemples, de vitrines. Glenn Rickey en parlait ce matin, il parlait de la professionnalisation. Ça aussi, c'est perçu comme quelque chose de très important, se professionnaliser. Mais là, entre la terre et les mers, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un peu les mêmes principes qui prévalent. Il faut donc travailler à tous les niveaux, mais ça devrait faire partie du développement de carrière. On n'envoie pas quelqu'un à un cours de professionnalisation, de spécialisation pour ensuite l'envoyer ailleurs. Il faut que ce soit un engagement qui s'inscrive dans le temps, sur le long terme. Et puis, les compétences ainsi acquises doivent vraiment être considérées comme synonymes de création de valeur. Sur la liste verte des aires bien gérées, là encore, il y a différents points de vue. C'est une bonne idée, tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus, mais nous savons également que tout cela s'accompagne de risques. Et il faut que, bien sûr, les gens du terrain des AMP participent. Et on a soulevé l'importance de développer des projets pilotes à partir d'expériences déjà faites. Il ne s'agit pas de réinventer à chaque fois le fil à couper le beurre, mais de s'inspirer des meilleurs exemples. Et puis aussi l'évaluation, le monitoring, autre thématique. Et là, on retrouve les mêmes messages que j'ai déjà évoqués précédemment. Comment distingue-t-on le changement naturel du changement dû à l'intervention de l'homme? Ça, c'est toujours un problème. Quand on parle de scaling up, il y a un effet aussi dit de réplication, et ça, on peut peut-être réduire.
avoir des vues communes sur ce qui est bon, un code de bonne pratique. On parle d'un code de bonne gestion pour avoir des écosystèmes en bonne santé. C'est quoi en bonne santé? Ça, il faut s'entendre là-dessus. Il faut partager des visions sur les objectifs et les résultats. Nous avons tendance à tous travailler, œuvrer pour la même chose et on a tendance, je crois, à répéter les mêmes choses. Il y a des pertes sèches et peut-être qu'au niveau régional, il faut plus partager. Et ça doit se faire au niveau régional, pas seulement au niveau national. Pour conclure là-dessus, toutes ces choses sont entre nos mains. Par exemple, définir des objectifs clairs pour qu'ils puissent avoir un monitoring de ces objectifs. Ensuite, établir des priorités sur les choses que nous déciderons de surveiller plus que les autres. Merci Dan. Un petit complément donc sur l'autre thème important de cette journée qui était comment passer des aires marines protégées au réseau d'aires marines protégées. Alors je commencerai en disant qu'en lisant les retours des ateliers, j'ai vu au moins deux bonnes nouvelles. L'une, c'est que les choses avancent et que les études se multiplient pour arriver à planifier des réseaux d'aires marines protégées. Et une autre, c'est que les technologies avancent aussi et sont de mieux en mieux disponibles pour accompagner ces mouvements. Et le reste va être une longue liste de craintes et de difficultés. Les craintes, c'est notamment des progressions des réseaux nationaux, notamment qui se font au coup par coup. On fait une avancée et on peut donc douter de la vision globale de la construction du réseau. Et puis, c'est la grosse crainte qu'on ne soit pas capable de financer le fonctionnement des aires marines protégées qui vont être mises en place. Et cette crainte amène souvent à freiner la constitution de ces réseaux. Des difficultés, je disais, il y en a beaucoup. J'en ai retenu dans les conclusions des ateliers quelques-unes. D'abord, des difficultés qu'on connaît déjà, que des cadres institutionnels et légaux adaptés sont nécessaires, qu'il faut avoir une approche particulière pour les situations transfrontalières, mais les traités, ne pas les laisser de côté, qu'il faut faire un petit effort pour aller vers le large et vers le profond, qui est plus difficile à prendre en compte. Et puis, dans le cas des îles, puisqu'il y avait un atelier qui était consacré aux îles, souligner qu'il est encore plus difficile quand on est une île et qu'on dépend beaucoup des ressources marines de trouver l'équilibre entre exploitation et protection, ce qui suppose certainement un appui de l'extérieur et un soutien de la communauté internationale. La nécessité de rapporter, Dan a déjà évoqué les questions de base de données sur les aires marines protégées. Effectivement, il faut être capable de rendre compte de ce qu'on a mis en place. Et puis une remarque qui a déjà été faite mais qui mérite d'être répétée, ne pas attendre d'avoir toute la science pour décider de faire un réseau d'aires marines protégées. On risque certainement d'arriver trop tard. Des questions peut-être un peu nouvelles, ou du moins qu'on entend un peu plus fortement. D'abord que les objectifs de planification apparemment ne sont pas les mêmes suivant les pays. Ça va poser des problèmes quand on va vouloir réfléchir à l'échelle internationale, que les réseaux sont peut-être pas encore assez pensés, enfin certainement pas assez pensés par rapport au changement climatique, que ce soit dans leurs objectifs pour protéger un certain nombre d'espèces et d'habitats notamment qui vont être confrontés au changement climatique, mais aussi dans leur capacité d'adaptation face à ce changement climatique. Enfin, les services écosystémiques, je crois que ça a déjà été dit ce matin, mais c'est certainement une idée nouvelle, avoir des objectifs en termes de services écosystémiques amène certainement à concevoir d'une autre façon les réseaux, et notamment en évitant la facilité de faire ce qui est loin et à l'écart de toute activité humaine. Il faut certainement en faire là, mais il faut certainement aussi s'attaquer aux zones les plus utilisées, malheureusement. Un petit mot sur les outils. Les principaux qui ont été discutés aujourd'hui, c'est les outils d'analyse spatiale et de représentation spatiale. Comme je disais, les outils avancent, la technologie progresse. Deux outils, SeaSketch et Coconet, étaient présentés. L'un qui permet de faire plus de participation, l'autre de mettre plus de biologie. Donc on a des innovations concrètes qui sont en cours, mais si l'outil est puissant, il faut faire très attention à le concevoir comme une aide à la décision avec les parties prenantes, et tous les mots comptent, et c'est bien là la difficulté de la conception des outils et de leur utilisation. Et une proposition, c'est d'essayer d'intégrer dans une boîte à outils commune plusieurs de ces outils qui existent aujourd'hui. Des nouvelles questions, ou plutôt des questions qui existent mais qui sont de plus en plus criantes. Plus les outils sont sophistiqués, plus on a besoin de données en quantité et en qualité pour les alimenter.
sinon ça ne sert pas à grand-chose, de les faire tourner dans le vide. Et puis, le risque que cette complexité rebute l'utilisateur et que finalement l'innovation ne soit pas utilisable. Un message final, avant de passer la parole à nos panélistes, pris un peu dans ce qui est remonté, rien ne se fait sans volonté politique. Première chose affirmée dans plusieurs papiers et qu'il faut rappeler. Les questions de financement et de gouvernance ont été abordées déjà très largement aujourd'hui. Enfin, Dan l'a évoqué, je l'ai vu aussi dans les ateliers dont j'ai essayé de vous rendre compte. Clairement, je vous invite demain à participer à tous les ateliers qui parlent de ça. La journée est consacrée à gouvernance, partenariat et industrie. Et enfin, je vous livre le dernier compte-rendu qui m'est parvenu, que je vais résumer de la façon suivante. L'objectif d'Aichi, 10%, c'est bien. Enfin non, c'est un minimum. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une bonne gestion sur la totalité des océans, 100%, et d'en avoir 10% qui soient protégés strictement. Mesdames, Madame et Messieurs les panélistes, première question, comment réagissez-vous par rapport à ces comptes rendus que nous vous avons faits? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Qu'est-ce qui vous paraît manquer éventuellement? En quelques mots, Fanny, honneur aux dames. Merci pour ces résumés. Thank you for the summaries. I think they had a lot of important points. Je pense que vos résumés comportaient tout un tas de points très importants. Très brièvement, il y a deux choses qui ressortent, à mon sens, deux choses cruciales. Je commencerai par le premier aspect mentionné par Dan et puis répété par Olivier. Nous devons nous concentrer davantage sur les codes de meilleures pratiques, sur les exemples à suivre. Et je crois qu'il faut commencer à partager de façon sérieuse ces pratiques. Hier et aujourd'hui, j'ai vu énormément de très bonnes choses, des modèles à suivre, des choses que nous avons partagées hier aujourd'hui. Mais nous sommes une partie de l'importante communauté de ceux qui œuvrent pour la protection des aires marines. Donc il faut le partager, le diffuser, ce savoir, ou du moins ces bons exemples. Je travaille dans la coordination des sites marins, donc 46 sites dans 35 pays, c'est ce qui représente cette convention sur l'héritage mondial de l'UNESCO. Et l'une des choses que nous observons, c'est que quand on regarde ces 46 sites dans ces 35 pays, et bien, du point de vue socio-économique, les environnements sont complètement différents. En même temps, les problèmes auxquels nous sommes en but sont les mêmes. Changement climatique, pollution marine, etc. Vous connaissez cela. Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois en 2010 avec les 46 gérants d'aires marines, la première question que nous nous sommes posée, c'est de savoir pourquoi nous ne partageons pas davantage nos expériences, pourquoi nous ne confrontons pas davantage nos résultats, pourquoi devons-nous réinventer le fil à couper le beurre, pourquoi ne pas reprendre ce qui est bon. Et c'est une réflexion que j'ai entendue hier, que j'ai entendue aujourd'hui. Il faut partager davantage et partager de façon plus efficace ces bonnes méthodes. Bien sûr, il faut se concentrer avant tout sur ce qui ne marche pas, mais il commence à y avoir quand même une masse critique de choses qui évoluent dans un bon sens. Je ne pense pas forcément aux outils de gestion que nous utilisons, je pense aux résultats. Dans notre réseau d'aires marines, il y a 2 à 3 parcs qui vivent une augmentation exceptionnelle du nombre d'espèces. Des résultats vraiment très surprenants, très concrets, des choses qui se sont passées depuis un certain nombre d'années parce que ces réserves, ces parcs marins ont appliqué certaines méthodes. Donc il faut partager cela davantage.
C'est vraiment un appel qui est important. C'est ce que nous faisons dans notre communauté et je crois que ça, c'est vraiment incontournable. Et puis, deuxième chose, ce sera plus court. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans les débats. C'est le rôle des pouvoirs juridiques internationaux. Il y a beaucoup de conventions, d'instruments légaux. Il y en a beaucoup qui sont, ennuyeux, je le sais. Mais parfois, ces conventions internationales peuvent aussi être très, très puissantes. Si collectivement, en tant que communauté, on était, si collectivement, on était plus au fait de la convention qui existe depuis 46 ans. Si nous, les ONG, les managers, les scientifiques, si nous étions vraiment conscients et au fait de la façon dont nous pouvons utiliser ce genre de convention internationale pour rendre internationaux les sujets qui nous préoccupent de conservation, nous serions beaucoup plus performants à écouter. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas assez conscients du pouvoir que l'on peut avoir avec des conventions internationales comme celle de l'héritage mondial de l'UNESCO. Fanny, pour cette première réaction. Alfredo, puis-je vous demander votre sentiment donc, sur ces conclusions? Et ce qui vous paraît le plus important? Merci. Je pense que le rapport a tout touché. Les plans de gestion, la question de la coopération parmi les acteurs, les questions du financement durable, l'efficacité de gestion, les questions du réseautage. Mais je pense qu'on doit focaliser davantage sur l'importance des aires marines protégées. Les aires marines protégées, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Les aires marines protégées aussi, c'est une philosophie de développement. On crée des aires marines protégées pour contribuer à quelque chose. Maintenant, dans l'Afrique de l'Ouest surtout, on entend de faire un exercice pour montrer les contributions des aires marines protégées dans l'économie nationale. C'est quelque chose qu'on a créé, mais pour servir à quelque chose. La population habite, il y a des conflits, les aires marines protégées sont soumises à des pressions, surtout pour la pêche. Je parle de cas spécifiques d'Afrique de l'Ouest, mais il faut que ces aires marines protégées soient gérées. Là, on pose des questions. Les questions de l'efficacité de gestion versus le financement durable. On a beaucoup parlé de l'efficacité de gestion avec des outils de gestion, mais je crois qu'on doit approfondir les questions de financement durable. Toutes les aires marines protégées de l'Afrique sont confrontées aujourd'hui avec les questions de développement durable, avec les questions de financement durable. Là, maintenant, il y a pas mal de pays qui entendent de réfléchir sur les mécanismes de financement pour garantir la gestion des aires marines protégées à long terme. C'est le cas surtout des pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Mais aussi, je crois qu'on doit aussi se focaliser sur le renforcement des capacités. Je crois qu'on a touché les questions de renforcement de la capacité. Alors que les questions de renforcement de capacité, c'est primordial pour la gestion des aires marines protégées. Parce qu'on a plusieurs acteurs qui sont sur le terrain. On a la population, on a des pêcheurs, on a des administrations. Je crois qu'il doit y avoir aussi un programme de renforcement des capacités pour cet acteur. On parle beaucoup des aires marines protégées, on parle de la gestion participative, la population, des ONG, des communautés. Mais parfois, on oublie des institutions. Des institutions qui sont là, ils sont des institutions pérennes, qui vont rester là pour longtemps. C'est ça, il faut tenir en compte, quel que soit dans la gestion des aires marines protégées. Des institutions qui gèrent, chargées de la gestion des aires protégées dans différents pays. Donc, on a parlé de réseautage, des aires marines protégées et de réseautage. Je crois que pour avoir une aire protégée qui marche, pour avoir un réseau des aires marines protégées qui fonctionne, on doit aussi renforcer le cadre légal et le cadre institutionnel.
On a bâti un réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle RAMPAO. Mais les réseaux a appuyé différentes aires protégées pour que le quadre institutionnel et le quadre légal soient complets. Je crois aussi qu'on doit faire aussi, on doit renforcer cet aspect, surtout dans ce congrès-là. Le renforcement des cadres légaux et institutionnels pour la gestion des aires protégées. Les aires protégées sont aussi menacées. Je crois que aussi il faut qu'on ait des moyens pour pouvoir gérer les aires marines protégées. Parce que ce sont des zones importantes pour la biodiversité, mais qui sont confrontées à des menaces, surtout de la pêche industrielle, de la pêche sophistiquée. Moi, je crois que c'est ça aussi, on doit mettre l'attention particulière sur ça. Et aussi sur les aspects du changement climatique. Toutes les aires marines protégées, surtout les aires marines protégées qui sont en Afrique de l'Est, sont confrontées aussi à des questions du changement climatique. Ça, je crois qu'il faut tenir en compte. Bon, de façon générale, c'est ça, mais je crois que la gestion des aires marines protégées, avec des outils modernes ou avec des outils traditionnels, je crois qu'ils sont complémentaires. Les deux outils sont bien aussi pour gérer les aires marines protégées. Est-ce que je peux rebondir en fait sur vos deux réactions, Fanny et Alfredo, pour vous demander, parce que Fanny est quand même sur un outil, c'est pas forcément son propos, mais sur un outil qui est protégé des espaces exceptionnels de valeur universelle. Alfredo dit non, mais c'est d'abord pour le développement durable et la valorisation dans l'économie nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment antinomique, Fanny, qui a été une spécialiste de la planification spatiale en mer? Si je prends le patrimoine mondial, les sites inscrits, il y a une logique pour faire un réseau sur un critère qui est la valeur universelle. Alfredo dit, moi, je veux un réseau sur la valeur économique que ça apporte à la nation. Est-ce que vraiment c'est antinomique? C'est une question pas facile, hein, Olivier. C'est exprès. Je vous demande. Mais je pense de temps en temps, bon, quand je suis dans mon lit, je pense à tout ce qui se passe pendant la journée. On travaille beaucoup plus, donc je pense pendant la nuit, on rêve de temps en temps de notre travail, donc moi aussi. Quand je pense de temps en temps à tout ce qu'on fait, je me demande la question, c'est quoi on fait entre nous, tout, en général? We did a little bit of analysis over the past weeks. On a fait quelques analyses ces dernières semaines et sommes parvenus à la conclusion suivante. Les 46 sites font partie du patrimoine universel mondial. Ce sont des endroits exceptionnels. C'est pour ça qu'il y a cette convention mondiale. Et ce qui est incroyable, c'est que nous sommes arrivés à cette conclusion. La majorité de ces 46 réserves ou sites du patrimoine mondial ont un budget annuel qui est l'équivalent du budget consommé par une famille qui va manger chez McDo. Donc une famille qui va manger chez McDo tous les jours ne dépense pas plus dans l'année que le budget que nous avons pour ces 46 sites exceptionnels sur la liste mondiale. Vous imaginez, ça veut dire qu'il y a d'autres AMP qui ont encore moins, qui n'ont pas même ce dispositif, cette convention internationale pour les protéger. Donc le message, c'est que si on veut prendre les choses au sérieux, il faut mettre aussi les moyens. L'outil et son coût relativement faible. Alfredo, y a-t-il de la place pour des sites exceptionnels dans un réseau d'aires marines protégées à l'échelle nationale? Oui, il y a toujours des sites dans le réseau des aires marines protégées. Mais j'insiste toujours que quelles que soient les aires protégées, doit apporter quelque chose. Et même cette vision, c'est la vision qui est partagée avec les politiciens. Si vous demandez aux gens, on va créer une aire protégée pour protéger, ils vont dire non. Nous, on a beaucoup de poissons là-bas, on doit pêcher, on doit le vendre. Mais il faut le montrer que cette aire marine protégée, qui contribue dans la reproduction des poissons qui sont pêchés ailleurs, il y a un coût énorme. C'est pourquoi je dis, même si on est en train de protéger une aire protégée en tant que site exceptionnel, on doit montrer de façon économique
quelle est sa contribution dans l'économie nationale, quelle est sa contribution dans le PNB, dans le produit interne brut. Comme ça, c'est plus facile à convaincre à les politiciens de mettre les moyens pour gérer les aires protégées parce qu'ils savent que cette aire protégée va rapporter quelque chose pour l'économie nationale. Donc réponse, protéger le beau et l'exceptionnel, ça rapporte aussi. Voilà. Alistair Gamel, est-ce que je peux vous demander à votre tour vos réactions sur les conclusions de la journée? Thank you. Merci. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. L'un des sujets dont nous avons parlé dans cet atelier auquel j'ai participé, c'est le coût des AMP, les coûts liés à la perte d'exploitation des réserves halieutiques, les coûts de gestion de ces aires marines, etc. On ne parle que de coûts, on ne parle pas de la valeur, de la création de valeur de ces AMP à court terme et à long terme. Et quand je parle du long terme, je veux parler de ce que là va apporter aux enfants et aux enfants de nos enfants, c'est-à-dire maintenir la mémoire de ce que les océans, les mers furent un jour. Ça, on n'en parle pas. Nous faisons de la conservation, j'ai bien dit conservation, et les AMP n'auront pas forcément une valeur en espèces sonnantes et trébuchantes demain. La valeur n'est pas qu'une valeur économique à court terme, la valeur des AMP est une valeur qui s'inscrit dans le temps. C'est comme le Serengeti, c'est Yellowstone. Les gens qui ont créé ces réserves l'ont fait à partir d'une vision, et cette vision, elle est encore avec nous aujourd'hui. C'est merveilleux. Et c'est cela que nous devons absolument perpétuer. Alors vous avez dit qu'il faut impliquer tous les intervenants, tous les acteurs. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais il faut, comment dire, bien y réfléchir. Qui sont ces acteurs dont nous parlons? Et quelle importance accorder à leurs vues divergentes? Je veux parler des communautés locales, je veux parler à des flottes de pêcheurs, des flottes industrielles, je veux parler des gouvernements, etc. C'est difficile de faire le grand écart et de tous les loger à la même enseigne et de travailler sur un pied d'égalité. Malheureusement, ça n'est pas possible. Les gens ont des intérêts contraires, c'est comme ça. Il y a conflit d'intérêts et ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais je suis d'accord avec les remarques exprimées à propos de la science. Oui, nous devons faire davantage de recherche. Nous devons faire évoluer la science, mais je pense que le moment est venu aussi d'agir à présent. Continuer à faire de la recherche, mais agir. Et puis vous avez parlé de la classification des différentes catégories de l'UICN. Je pense que les zones protégées ne sont pas toutes les mêmes. Ici, nous parlons d'aires marines, et on en parle parfois comme si c'était une espèce de monnaie internationale. Non, je crois que chaque aire marine a sa particularité, chacune a sa valeur, comme une pièce venue d'un autre pays. Selon l'endroit où elle se trouve, selon sa nature, chaque aire marine est individuelle et différente. Et ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai beaucoup de mal, moi, adhérer au point de vue selon lequel il est possible de faire de la pêche commerciale à vaste échelle dans une zone protégée. Je ne crois pas. Parfois, les gens disent oui, on peut tout faire et en même temps protéger les réserves halieutiques, etc. Je suis désolé, je n'y crois pas. Je crois qu'il faut bien lire ce qui est marqué sur la boîte. Et sur la boîte, il est marqué conservation. Conservation veut dire protection d'espèces menacées. Et quand on veut les conserver, on ne peut pas les livrer à la pêche. Je suis d'accord avec ce qu'Olivier a dit tout à l'heure, que nous faisons tous un peu la même chose et qu'il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a beaucoup de pays qui ont des satellites, qui ont des systèmes de surveillance. Bien sûr que nous pouvons sûrement, en termes de lutte contre les contrevenants, les violations, nous pouvons sûrement concentrer nos efforts, créer des synergies et pas tous mettre en place le même système de répression. Et puis on a parlé des eaux profondes, du large, et puis on dit parfois ne créez pas une aire marine protégée dans ces profondeurs parce qu'il pourrait y avoir une mine d'or.
Non, ça ne doit pas nous empêcher d'agir, de protéger. C'est placer des richesses, des ressources dans un coffre, c'est ça. Et dans un siècle ou 2 siècles, eh bien, les gens pourront décider s'ils veulent exploiter le filon ou non. Mais ce n'est pas une raison de ne pas créer des AMP. Parce qu'un jour, dans un futur lointain, les choses seront peut-être différentes. Vous avez vu mon t-shirt? Bon, ça dit tout. Il faut que je parle un peu des dom-toms. D'où ce t-shirt. Dom-tom, la France est concernée, mon pays aussi. Le Royaume-Uni et la France, bien sûr, sont dans une situation particulière et peuvent créer encore davantage d'AMP dans toutes les régions du monde. Et j'espère que vous allez rester ici pour voir le film à 18h. Ensuite, il y a aussi un petit que nous prendrons en commun. Et j'espère que les Français battront les Britanniques après, parce que je sais que la France a encore davantage de territoires outre-mer que nous, de territoires apparentés aux anciennes colonies. Et j'aimerais terminer sur cette note optimiste. Merci. Pour pas qu'il y ait de concurrence entre les panélistes, qu'il y a aussi la célébration des sites marins du patrimoine mondial en concurrence avec la création de Pitcairn. Et chez nous, c'est de la musique ce soir. Donc, on ne va pas être sérieux ce soir au patrimoine mondial. On a invité le chanteur qui fait toute la musique pour les films de Clint Eastwood. Donc, si vous ne voulez pas penser aux aires marines protégées ce soir, ça sera chez nous. Voilà. On a voulu donner un volet culturel à ce congrès. Merci à l'UNESCO d'y avoir pensé. Julien Calas, j'ai gardé le financement pour la fin parce que je sais que Julien est fan de ces questions-là et je ne vois pas comment il va faire pour ne pas en parler. Oui, je vais en parler, mais je vais essayer quand même de ne pas parler que de ça et je ne suis pas complètement non plus obnubilé par ça. Non, déjà, ce que je voudrais dire, c'est bon, merci de m'avoir invité à participer. Ce que je voudrais dire, c'est que donc moi, personnellement, je travaille essentiellement dans les pays en développement, donc j'apporte une vision qui n'est pas celle des pays, on va dire, bien dotés. Donc, moi, ce qui me frappe un peu dans ce qui a été discuté et puis de ce qui revient des différents travaux, c'est que bon, on a beaucoup discuté d'outils, on voit des directions pour améliorer la situation, mais partout où je passe, depuis que je travaille au FEFEM, je n'ai pas connu une AMP qui m'ait dit tout va bien, j'ai tout mon système de suivi qui fonctionne, j'ai mes financements, j'ai suffisamment de ressources. Et je pense qu'il faut quand même toujours garder ce prérequis en tête, c'est que globalement, les aires marines protégées, dans un certain nombre de pays, il y a des différences de situation, c'était là où je voulais en venir, il y a quand même un certain nombre de pays dans lesquels on a très peu de ressources pour arriver à travailler sur les outils, la gestion, la mesure de l'efficacité de la gestion et bien évidemment l'enforcement. D'ailleurs, Olivier, comment tu dis en français? Enforcement, c'est... C'est compliqué. Voilà. Ce mot n'existe pas en français. Contrôle et surveillance, ça peut par exemple le faire. Quoi. Donc juste quand même pour dire que bon, toutes les recommandations qu'on vient d'écouter sont effectivement très utiles, mais je garde quand même ce sentiment que tout ça, on va devoir le travailler dans des situations différentes selon les régions, avec des contextes donc qu'il faut prendre en compte. Deuxième sujet sur lequel bon, je vois pas, enfin, ou alors peut-être que je suis pas assez bon en anglais et j'ai pas très bien retenu les éléments de Dan, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même un gros sujet entre une demande politique, on va dire internationale, et notamment donc on est tous volontaires pour atteindre les objectifs d'Aichi. Mais quelque part, on a senti dans différentes workshops, il y avait des discussions pour dire oui, ça serait quand même bien qu'on ait un système unifié, global, mondial, donc de mesure de l'efficacité, de mesure de l'efficacité donc de gestion, de l'efficacité des impacts, etc. Et en même temps, on voit bien, de nouveau, je me fais un peu l'avocat de mes amis que nous essayons de soutenir sur le terrain. Leur première difficulté, c'est quand même d'arriver à fonctionner, et ils ont énormément de mal à déjà répondre aux questions qu'on leur pose localement. Et donc, ils sont plutôt demandeurs de systèmes vraiment adaptés aux questions qui se posent, quoi. Et là, je ne vois pas très bien aujourd'hui
comment on arrive à faire cette intermédiation ou un espèce de système à étage qui permet de remonter vers un système unifié, mais en tout cas, il y a quand même une grosse différence entre la demande politique internationale et la demande, on va dire, locale, y compris du gestionnaire, qui dit, moi, pour que je m'investisse et que j'investisse le peu de mes ressources dans un système de suivi, il faut que ça me soit utile et donc ça réponde aux questions qu'on me pose localement. Si je peux me permettre, Alistair nous a déjà bien expliqué, me semble-t-il, qu'en tout cas, la mesure de la surface n'était pas la mesure de la valeur de l'aire marine protégée. Voilà. Très bien. On avance. On est bien d'accord. Donc, ceci étant posé, de nouveau, bon, je pense qu'il y a quand même un sujet là-dessus sur comment on articule cette demande politique globale sur des systèmes unifiés et des systèmes qui répondent à des besoins locaux, en termes de suivi et d'enforcement. Bon, donc après, nous, c'est vrai que, de nouveau, par rapport à toutes les propositions, je pense que ce qui serait utile, c'est un peu de structurer les recommandations donc, en fonction des différences de situation régionales et reconnaître qu'il y a quand même des régions avec peu de moyens et des régions peut-être un peu mieux dotées et que peut-être les solutions sont adaptées selon ces régions. Je pense qu'effectivement, comme le dit Fanny, il faut, bon, bien évidemment, insister sur les bonnes pratiques, échanger sur les bonnes pratiques, et je suis absolument convaincu de la démarche de la liste verte, donc justement, parce qu'il faut aussi parler de ce qui marche et de ce qui permet d'avancer, pour essayer de sortir justement des insuffisances de suivi, des insuffisances de connaissances, des insuffisances d'efficacité de la gestion, pour quand même insister aussi sur les choses qui marchent bien, quoi. Bon, après, là aussi, ce que je n'ai pas retrouvé un peu dans les recommandations, c'est ce que nous a dit Alfredo, bon, parce que finalement, je travaille aussi chez Alfredo. C'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de différents mécanismes au système de suivi, mais finalement, j'ai peu entendu de choses en matière de demande qu'on voit. Enfin, en tout cas, moi, je la vois. Alors, peut-être que finalement, je vais dans des pays un peu uniques au monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gestionnaires à qui on demande de démontrer que leur aire protégée est effectivement bénéfique pour le développement économique local. Et les systèmes de suivi, d'efficacité de la gestion, pour le moment, me semblent assez légers en termes de capacité à démontrer la contribution de l'aire protégée au développement local. Alors, je partage le point de vue d'Alistair aussi, c'est que bien évidemment, on ne peut pas demander, et c'est là où je voulais en venir, aux AMP de tout faire. Donc, je suis un peu dérangé par le fait que on n'a pas beaucoup d'AMP dans certains pays qui ont des moyens, on leur demande de répondre à toutes les questions et on leur demande aussi de faire du développement, donc ça devient assez compliqué. Et de nouveau, je n'ai pas vu dans les recommandations pour le moment des voies qui nous permettent un peu d'avancer là-dessus. Donc je pense qu'il faut, je peux comprendre qu'on n'ait pas de solution et qu'on ait beaucoup d'exemples où on a trouvé les solutions à ce genre de questionnement, mais je pense que ça serait bien qu'on ait une recommandation pour attirer l'attention des politiques sur le fait qu'il faut dans la recherche d'une meilleure connaissance et d'une meilleure mesure de l'efficacité de la gestion, sur le fait qu'il faut quand même savoir s'adapter à ce genre de différences, quoi. Voilà, et juste je voudrais terminer sur, j'aurais plein d'autres choses à dire, hein. Donc tu vois, j'ai pas parlé de financement encore, hein, pas il n'y a trop, pas le temps pour... D'accord. Juste je voudrais dire que je suis assez inquiet pour bien me coucher, bon, voilà, je l'ai dit, je suis inquiet, je ne suis pas quelqu'un de naïf et qui vit dans le monde des bisounours, donc je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Donc je suis assez inquiet parce que je trouve que on vit dans un monde où effectivement on demande de plus en plus aux gens de rendre des comptes et finalement on se sert de leur incapacité à rendre des comptes pour dire qu'ils sont inefficaces. Ou alors, pour le dire en autres termes, je voudrais reprendre comment on dit, c'était un petit dessin là, dans Le Monde qui est paru récemment. Je racontais ça à quelques amis que j'ai déjà rencontrés. C'est un dessin dans lequel vous voyez 3 bonhommes qui soutiennent un énorme rocher et qui sont donc regardés de loin par quelqu'un, visiblement un directeur. Donc le directeur commence à dire à l'un des 3, toi dehors. Okay. Donc ils se retrouvent à 2 à soutenir le rocher. Et puis au bout le deuxième dessin, le directeur dit toi dehors. Donc le deuxième s'en va et donc il y a une seule personne qui se retrouve à soutenir le rocher. Puis le dernier dessin, bien évidemment, le rocher tombe sur le dernier bonhomme et le directeur dit incompétent.
Et donc, si vous voulez, je suis quand même un peu inquiet. Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas demander aux gens de rendre des comptes sur tout si on ne leur donne pas les moyens de le faire correctement, quoi. Parce qu'on risque, in fine, à la fin de vouloir rendre des comptes sur tout, d'accuser les gens d'être incompétents et inefficaces. Et je pense qu'il y a un danger sur lequel il faut être assez attentif. Merci Julien. On ne s'accorde pas plus de 5 minutes parce que vous avez compris que le programme de la soirée était encore plus intéressant que celui de la journée. Je me permets donc de vous demander une réponse très rapide en essayant de vous provoquer un petit peu. Le thème, c'est quelle action vous aimeriez là dans l'immédiat pour aller plus vite. Fanny, c'est quoi? C'est 40 sites du patrimoine mondial en plus? Non. Non. In my viewpoint, I think we need to focus non, à mon avis, on il faut making que connections among the nous sites, réseautions, between the sites, those que that nous have mettions en more réseau resources, but les that have sites, similar that ceux have qui ont solutions plus to de moyens avec ceux problems qui ont and moins de things, moyens, and sites that have pour much qu'il y ait less vraiment une resources. fertilisation I think we croisée, need to qu'il y ait make un much effet more de synergie, connections, and il we faut need to qu'il y ait plus communicate much better on d'interconnexions, those il faut que things nous that work communiquions well. davantage, I think, notamment if we wanna sur les convince, méthodologies qui ont many more porté leurs people fruits. that we Si vous need voulez resources convaincre that un we plus grand need, I nombre think de we cannot monde continue de always nous to donner just talk about davantage de problems. budget, I il think faut we qu'on have- arrête un moment de we've parler seen a des movement problèmes over the et last qu'on 20, montre les maybe 30 exemples à years suivre. to, Et on l'a bien vu, ces bring 20, the, 30 dernières ocean années, conservation issues on the international nous nous sommes agenda. efforcés It's de true, still a lot porter of à things l'ordre need to du be jour done, international but I think we also need to les push zones much harder protégées. to show that the C'est investments réussi that have maintenant, been mais made, that they are maintenant, working, il and it's faut the way montrer forward. que les investissements qui ont été Merci. consentis Alice fonctionnent. Serre, j'ai bien compris, en fait, la demande, c'est au Royaume-Uni et à la France de faire quelque chose dans leur territoire d'outre-mer. Mais est-ce que vous avez un autre souhait? I think I will cheat because NGOs always cheat. Vous savez que les ONG trichent toujours, donc j'ai droit à deux volontés. Donc je veux qu'il y ait plus d'AMP dans le monde, des petites, des grandes, qu'il y en ait plus. Mon deuxième souhait, c'est qu'il y ait davantage de coopération entre les nations sur le contrôle et la surveillance, pour que ces AMP Julien. puissent vraiment fonctionner. J'imagine, Julien, un renouvellement du Fonds français pour l'environnement mondial et les aires marines protégées en top priority pour les futurs financements, c'est ça? Oui, notamment, mais donc pour quand même... Je ne vais pas quand même parler pour ma chapelle, on est quand même là pour discuter entre nous et parler de conservation globale. Non, je pense que, donc là, pour le coup, je rentre et je mets les pieds dans le plat. Moi, mon souhait, c'est que les gestionnaires d'aires marines protégées lèvent la voix, disent... bon, je parle simplement de nouveau, ici, j'essaye de rester dans le cadre de ce sujet qui était les outils de gestion. Et, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Bien évidemment, j'ai des rêves globaux, mais sur ce sujet-là, moi, je trouve que donc, les gestionnaires devraient lever la voix et parler en termes de coûts. Donc effectivement, j'arrive au sujet du financement. Je trouve qu'on leur demande de faire de plus en plus, on leur demande d'adopter des technologies. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas les moyens de fonctionner. Je pense qu'il faut sortir des espèces de résignation que je vois un peu partout en disant bon ben voilà, c'est tel budget que j'ai eu, alors de mon gouvernement, de mon bailleur de fonds, voire de ce qu'on veut bien me donner. Et en fonction de ce qu'on me donne, j'essaye de faire au mieux. Ben, moi, je trouve que maintenant, il est temps qu'il y ait de plus en plus de gens qui disent ben non, c'est pas comme ça. Moi, on m'a donné une mission. Si je lis les documents et les plans de gestion qu'on m'a donnés, si je veux faire ma mission, voilà de quoi j'ai besoin. Et donc, parlons aussi de moyens, parce que c'est bien de parler de technologie, c'est bien les remote sensing et puis les systèmes super compliqués. Mais il faut quand même aussi avoir les moyens pour travailler, quoi. Et je pense que si on ne donne pas les moyens aux gens de faire leur travail, on va dans le mur parce qu'on va finir de nouveau par les accuser de faire mal leur travail, quoi. Alfredo, pour finir, je comprends le souhait, c'est un pays riche de ses aires marines protégées. Oui, bien sûr, mais ils sont menacés. Hein. Bon, il faut faire attention avec les menaces. On a beaucoup parlé ici des aires marines protégées, mais je crois qu'on n'a pas parlé des menaces des industries extractives sur les aires marines protégées. En Afrique de l'Ouest surtout, c'est un cas, c'est un problème qui va venir à bientôt. Parce que toutes les aires marines protégées ils sont dans des zones riches en potentiel. Hein?
de pétrole et d'autres ressources minérales. Là, bon, il faut faire attention, il faut tenir ça en compte pour l'avenir. Mais je voudrais aussi renforcer cette coopération entre les acteurs dans les aires protégées marines. La population locale, des pêcheurs, des opérateurs touristiques, des institutions de l'État. Je crois qu'avec ça, on peut réussir une gestion efficace des aires marines protégées. Merci. Donc, ce n'était pas le mot de la fin. Fanny, un petit mot encore? Mais non, parce que j'avais mal compris que vous me demandez que j'ai un souhait. Donc voilà, ma français n'est pas assez bien. Non, I just wanted to say that I really like the comment that Julien made. J'en reviens sur le commentaire de Julien qui disait que les gestionnaires des sites protégés doivent donner de la voix. Oui, je suis d'accord. Malheureusement, les gestionnaires des aires marines n'ont pas toujours l'occasion de venir à ce genre de conférences, donc il faut que nous leur donnions un tout petit coup de main, que nous soyons une courroie de transmission. Mais à cette conférence, nous avons un certain nombre de gestionnaires de sites marins et j'aimerais tous les inviter ce soir. Et je pense qu'ils en sont conscients. Je me permets de rappeler qu'il faut qu'ils lèvent la voix pour dire ce dont ils ont besoin pour améliorer la conservation. Juste pour réitérer ce que Julien disait. Les aires marines protégées, tous les acteurs concernés par les aires marines protégées ne peuvent pas être avec nous à Marseille. C'est pour ça qu'il y a une web TV du Congrès. Et je vous invite tous à faire la publicité de cette web TV, d'abord parce qu'on peut suivre en direct les débats très intéressants que nous avons en plénière, mais bien évidemment ils sont archivés et on peut y revenir. Donc tout le matériau rassemblé par le Congrès sera à la fois sur le site web et sur la web TV. Merci par les réseaux sociaux de faire la publicité de cette web TV pour augmenter l'audience de notre Congrès. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez vu le programme des événements de la soirée sont assez alléchants. Et vous avez aussi bien compris, il faut revenir demain parce que les questions cruciales de financement, de gouvernance qui ont déjà été soulevées aujourd'hui seront abordées demain plus en profondeur. Merci et bonne soirée. Tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?